Eh bien, écoute, François, je suis ravie de t'accueillir, ravie de te voir ici. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir de ton parcours. Et du coup, vous allez découvrir, comme je vous disais, moi, je ne pitch pas à la place des intervenants parce que je ne suis pas douée pour ça et François le fera beaucoup mieux. Et du coup, il va partager qui il est, ce qu'il faisait dans sa vie d'avant, ce qu'il fait dans sa vie actuelle, partager les étapes par lesquelles il est passé pour en arriver là. Et ensuite, on fera un temps de questions-réponses comme on l'a fait jusqu'ici. Donc, écoute, François, je te laisse la parole. À toi. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis toujours ravi de témoigner, voilà, parce que j'étais dans la situation de tous les gens qui t'écoutent et qui nous regardent ce soir, il y a encore 1 an et demi, puisque donc, en fait, j'ai suivi le Side Project numéro 3 et j'ai revérifié, ça a commencé en avril 2020. Voilà. J'ai fait ça en avril, mai, juin, donc sur 3 mois, voilà, avril, mai, juin 2020. Et j'ai fondé une boîte qui s'appelle Histoire de Slide en février 2021. Donc, quelques mois après. Donc, pour ceux qui ont été attentifs, vous avez vu que j'ai fait Side Project pendant le premier confinement, en fait. Le premier confinement qui a été l'occasion de remettre en cause ma vie professionnelle. Voilà, je crois que j'étais pas le seul, mais bon, voilà. Et donc, j'ai créé une boîte moins d'1 an après. Alors, avant de vous dire ce que j'ai fait comme boîte, je vais peut-être vous dire un peu ce que j'avais fait avant, parce que j'ai 46 ans, donc j'avais déjà plus de 20 ans de vie professionnelle. 12 ans passés dans une boîte de communication qui s'appelait l'Argus de la Presse, qui depuis a été rachetée et qui s'appelle Cision. Le métier, c'est la veille et les études médias. Donc, les clients sont des gens qui surveillent leur image et qui veulent savoir ce qu'on raconte sur eux et leurs concurrents, souvent d'ailleurs, dans les médias. Et donc, moi, j'ai fait plein de trucs. J'y suis resté 12 ans, donc j'ai fait plein de trucs. J'ai commencé d'abord là pour payer mes études, et puis petit à petit, je suis devenu manager d'une équipe, puis d'une grosse équipe de production, et puis après, je suis devenu numéro 2 d'une filiale qui s'occupait des radios et télé, et ça faisait 130 personnes à peu près. Ensuite de ça, on a été racheté par la maison mère, et donc je suis devenu directeur financier de cette boîte, qui était une boîte familiale. Il y avait tout à faire, il fallait mettre en place du contrôle de gestion, un ERP, enfin bon, etc. J'ai fait ce genre de trucs. Et puis, comme c'était une boîte familiale qui n'avait pas de stratégie, on a un peu secoué le cocotier pour lancer une réflexion stratégique et lui donner une stratégie et la rebooster un peu. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et puis, au final, on a accouché d'une stratégie. Et puis, j'avais l'impression que ça n'irait pas assez vite pour m'amuser encore quelques années. Et comme on avait été accompagné par un cabinet de conseil qui avait proposé de me recruter, j'ai dit banco et je suis allé faire du conseil. Et donc, après ces 12 premières années, j'ai fait aussi exactement 12 ans de conseil, c'est le hasard. Donc, conseil en transformation, alors c'est un peu un gros mot, mais ça parle sur moi, Charlotte. Donc, j'ai fait du conseil classique, on va dire, stratégie, management, orga, dans un cabinet qui avait 15-20 consultants et qui travaillait que pour des grosses boîtes. Donc, toutes les grandes banques, les grandes mutuelles, des établissements publics, la PHP, enfin, bon, etc. Et puis, j'y suis resté 12 ans aussi. Donc, j'étais directeur, ça veut dire que je vendais des missions de conseil et je les pilotais. Et puis, 12 ans parce que j'étais bien. Le conseil ne me fascinait pas, mais il y avait une équipe géniale. Et puis, on avait là aussi un projet de croissance. On a doublé de taille en quelques années. Enfin, voilà, ça m'a bien plu. Mais cela dit, comme je viens de le dire, le conseil ne me fascinait pas. Et j'avais plus ou moins en tête depuis toujours un jour de créer une boîte, mais je ne savais pas quoi. Et j'avais pleinement conscience que c'était plein de risques et je n'avais pas trouvé un projet qui me motive assez pour accepter de prendre ces risques-là. Voilà. Et puis j'ai eu des enfants, je me suis marié, j'ai eu des enfants, etc. Donc les responsabilités venant, on a de moins en moins envie de faire des bêtises. Donc bon, voilà, de prendre des risques. C'est pas des bêtises, mais de prendre des risques. Voilà, donc le truc, je l'avais en moi depuis toujours, mais j'étais jamais passé à l'action. Et puis donc le confinement. Et comme je m'embêtais depuis pas mal de temps dans mon job et que je sentais en plus la boîte prendre un virage qui ne m'intéressait pas du tout, alors je peux vous raconter pour la petite histoire, l'anecdote, c'est marrant, comment j'ai connu Postadem, je ne connaissais pas du tout. J'avais juste une collègue de mon ancienne boîte qui 2-3 ans avant, enfin au tout début de Postadem, je pense, a été une des premières coachées, peut-être par toi Charlotte d'ailleurs, j'en sais rien. Si c'était au début, oui, certainement. C'est possible. Et puis, voilà. Et ma compagne, qui travaillait dans la même boîte que moi, allait commencer, confinement ou pas confinement, elle allait commencer un coaching. Et donc, le confinement arrive et elle me dit, mais il y a aussi un programme pour les gens qui veulent créer une boîte, tu devrais regarder, etc. Et donc, en un quart d'heure, j'ai envoyé un mail à Charlotte en lui disant, mais est-ce que par hasard, je rentre dans la cible? Charlotte m'a répondu dans le quart d'heure qui suivait, oui, absolument. Et donc, je me suis inscrit sans même me connecter sur le site, quoi.
C'était vraiment, voilà, bon, c'est parfois étonnant les aiguillages dans la vie. Et donc j'ai suivi Side Project. Honnêtement, au début, un peu pour voir, presque un peu pour m'occuper pendant le confinement parce que j'étais en activité partielle, etc. Et en fait, au bout d'une semaine ou deux, on est tout de suite dans le projet, à construire un truc extrêmement concret. Et au bout d'une semaine ou deux, je me suis dit, mais punaise, en fait, je commence à y croire déjà pas mal. Et si ça se trouve, ça va le faire, quoi. Voilà. Et donc, j'ai fait ça, je l'ai déjà dit, mars, avril, mai. Non, avril, mai, juin, pardon. Là-dessus est arrivé l'été. J'avais un projet qui était donc assez bien ficelé. J'avais beaucoup bossé pendant Side Project, donc mon projet était bien ficelé à l'issue. Et l'été est arrivé, j'ai pas mal réfléchi. Et je vais poser ma dème et je rêvais de le faire après l'été. Là-dessus est arrivé un deuxième confinement. Donc, je me suis félicité de ne pas l'avoir fait tout de suite. Et puis finalement, j'ai profité de ce deuxième confinement pour, et là on va commencer à rentrer dans le sujet du jour, pour me dire, mais bon sang quand même, comment je vais me payer, parce que j'étais directeur dans un cabinet de conseil, je gagnais très très bien ma vie. J'avais un divorce en cours, des enfants qui commençaient à passer en études supérieures, et donc un besoin de revenus non nul, on va dire. Et donc, comment je fais? Et donc, je suis tombé sur ce dispositif qui s'appelle démission reconversion, qui existe toujours, hein, qu'on doit à notre cher Emmanuel Macron, et qui permet, quand on pose sa dème, de toucher le chômage, si on crée une boîte. Alors, ce n'est pas automatique du tout. Il faut monter un dossier qui est assez dense, il faut le dire. Mais l'avantage, c'est que si vous avez fait Side Project avant, vous avez 80% du dossier qui est déjà monté, en fait. Parce qu'on va vous demander les compétences que vous avez, enfin, de justifier tout. Voilà. Est-ce que ce projet est réel et sérieux? Voilà. Et donc, on va vous demander de faire un business plan, mais a priori, vous l'avez déjà fait. Quand vous avez fait Side Project, en fait, ce genre de choses, vous avez déjà quasiment tout fait. Donc, il faut monter ce dossier, on passe devant une commission. Et puis quand votre dossier est accepté, ce qui a été mon cas, vous touchez effectivement le chômage pendant la période dans laquelle vous lancez votre boîte. Et à partir du moment, petite finesse, à partir du moment où vous avez l'aval de la fameuse commission, vous avez 6 mois pour vraiment lancer votre boîte. Et donc moi j'ai dû avoir l'accord au mois d'octobre, ou septembre ou octobre 2020, et j'ai démissionné en novembre. Okay. Et voilà. Et bon, à partir des vacances de Noël, j'ai commencé à lancer vraiment mon activité, à commencer à prospecter, etc. Et le lancement officiel, c'était, j'ai démissionné le 12 février, j'ai quitté ma boîte, et le 15, 3 jours après, le lundi suivant, j'ai officiellement démarré ma boîte qui s'appelle donc Histoire de Slide. Alors, avant d'expliquer ce que je fais aujourd'hui, je reviens juste 2 secondes sur le fameux dispositif d'émission reconversion. Il y a une petite finesse qu'il faut connaître. En fait, vous avez la possibilité de toucher les allocations chômage comme un chômeur qui a vraiment perdu son job, c'est-à-dire vos allocations tous les mois avec la dégressivité habituelle, etc. Et puis, il y a une autre possibilité qui est que vous pouvez dire je choisis de toucher mes allocations en une fois, de percevoir un forfait. Alors, ce forfait n'est pas égal à la somme de toutes les allocations que vous auriez eues sur 2 ans, mais Pôle emploi vous verse 45% de l'ensemble de vos allocations en forfait. Et ils le font en 2 fois à 6 mois d'intervalle. Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant, j'imagine, ça peut intéresser des gens. Vous vous constituez un capital pour lancer votre boîte. Hein, voilà. Et il y a une autre finesse qui est ce que moi je vais faire, qui est que pour l'instant, je bénéficie des allocations chômage mensuelles depuis le mois de février, mais au moment où vous le décidez, vous pouvez dire à Pôle emploi, OK, j'arrête de percevoir mes allocations mensuelles et je choisis de percevoir en forfait ce qui me restait à percevoir dans le temps jusqu'au bout des 2 ans de droit. Donc moi j'imagine, enfin j'ai pour projet de faire ça début 2022, et donc de percevoir au mois de décembre pour la dernière fois mes allocations chômage mensuelles, et de dire à Pôle emploi, versez-moi les 45% de ce que vous me devriez encore jusqu'au bout de... voilà. Ok. Ce qui me permet de me constituer un capital, de commencer à me payer sur ma boîte en ne me versant pas le salaire dont j'ai besoin et qui, pour des raisons personnelles, est un gros salaire. Voilà. Ok, ça marche. Ok. Je vois juste 2 petites remarques par rapport à ça dans le chat. C'est qu'il faut 5 ans d'activité salariée continue chez un ou plusieurs employeurs. Tout à fait. Voilà. De toute façon, je vous invite, là, François partage son expérience et comment lui, il a pu voir. Et donc, il y a peut-être certains parmi vous pour qui ça peut s'appliquer
Et comme ça, vous le savez. Et il y a forcément des personnes pour qui ça ne s'applique pas, mais il y a d'autres solutions. Ça aussi, on le voit, mais que ce soit rupture conventionnelle ou autre. Et surtout, l'ultime solution quand administrativement, c'est vraiment compliqué pour vous, en fait, c'est qu'en side project, vous puissiez générer suffisamment d'argent pour ensuite vous payer, même si vous avez aucune autre aide. Donc, dites-vous qu'au pire des cas, du pire, si votre objectif, c'est de pouvoir vous payer avec votre projet, vous pourrez le faire en side project. Voilà. Sans rentrer du coup dans le détail de tous les dispositifs, parce que sinon, on est là jusqu'à, je vois vos questions, jusque tard ce soir, mais dites-vous qu'il y a des solutions et ça en fait partie et c'est un super témoignage d'une possibilité. Et pour ceux que ce dispositif intéresse, il y a un site qui est hyper bien fait du gouvernement qui s'appelle, je crois, démission-reconversion.fr ou .gouv.fr. Enfin, de toute façon, vous googlez démission reconversion, vous tombez dessus. Et c'est super bien expliqué. Vous trouvez tout sur le site. Voilà, tout à fait. Il faut aller voir au cas par cas. Ok, nickel. Et du coup, maintenant, partage-nous un petit peu justement ton projet, Histoire de Slide. Yes, alors Histoire de Slide, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une agence PowerPoint. Donc, pour simplifier, c'est une agence de com spécialisée dans PowerPoint. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on réalise des présentations PowerPoint exceptionnelles pour toutes les occasions qui peuvent le mériter. Donc, toutes les occasions à enjeu, en fait. Donc, nos clients font appel à nous pour des plaquettes commerciales, des réponses à appel d'offres, des séminaires managériaux, des conférences de presse, des présentations de résultats financiers, enfin, etc., des formations, toutes ces occasions. On utilise tous PowerPoint, probablement tous les jours. Enfin, c'est 98% du marché à peu près, je crois. Donc, voilà, on utilise tous PowerPoint dans plein d'occasions. Et puis, il y a de temps en temps, des fois, on se dit, là, si j'avais une présentation vraiment bien, ça serait une bonne idée. Et on est là pour ça. Et on s'appelle Histoire de Slide parce qu'on travaille avec nos clients à la fois les contenus et le design. Et c'est ça qui fabrique l'impact. La phrase que je dois dire 15 fois par jour, c'est que l'impact, c'est une savante alchimie entre le fond et la forme. Et donc, on fait les deux. Certains de nos clients viennent nous voir quasiment page blanche. Là, il n'y a pas longtemps, j'avais une DRH d'une branche, d'une boîte du CAC 40 qui me dit dans 15 jours, je parle devant les 200 patrons d'activité du groupe. Et évidemment, je sais à peu près de quoi je veux parler, mais je n'ai pas du tout commencé à écrire, je n'ai pas de slide, j'ai rien. Et en gros, je suis dans la merde. Voilà. Et donc, on est là pour l'aider. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu l'idée? Ah pardon, vas-y, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Comment j'ai eu l'idée? Comment tu as eu l'idée au départ? J'ai dit que j'étais consultant, donc je faisais des slides toute la journée, comme toi, fut un temps, n'est-ce pas? Oui. Et donc, faisant des slides toute la journée, j'étais dans un cabinet qui facturait très très cher et on avait des slides qui n'étaient pas mieux que celles de nos clients et dans certains cas, peut-être pire. Je ne trouvais pas ça normal du tout. On véhiculait pas du tout une image haut de gamme qui correspondait à nos taux de facturation. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au sujet en disant il faut absolument que nos slides montent en gamme et correspondent à l'image qu'on veut donner. Et donc, je me suis formé moi-même, il y a ça maintenant 4-5 ans. J'ai commencé à me former, à m'intéresser au sujet, à me passionner pour ça, à y passer de plus en plus de temps. Et puis, à monter une formation interne dans le cabinet de conseil pour faire monter les consultants en compétences. Et puis, j'ai animé cette formation en interne. Et tout le monde m'a dit, elle est géniale, il faut la vendre aux clients, etc. Donc, on l'a vendue aux clients, qui étaient très contents. Et puis, nos slides, du coup, montaient en gamme, effectivement, puisque tout le monde considérait que maintenant, le sujet était important. Et donc, on a commencé à avoir des clients qui nous disaient, tiens, j'ai un séminaire dans un mois, est-ce que vous ne feriez pas les slides, enfin, etc., etc. Et de fil en aiguille, il y a une espèce de mini BU qui s'est montée dans le cabinet de conseil. Et puis, je dirigeais une petite équipe qui faisait des slides pour les clients. Et en fait, je me suis aperçu que ça m'amusait beaucoup plus que de faire du conseil. Et donc, je me suis dit, génial, en fait, je vais aller faire ça. Apparemment, il y a vraiment un marché et je vais aller faire ça. Ok, très clair. Donc, une fois que tu as ton idée, comment ça se passe ensuite? Je te laisse poursuivre. Et une fois que j'ai mon idée, je fais side project. Alors, pour dire un mot sur le business model, donc on facture sur mesure. Parce qu'il y a plein de paramètres qui peuvent faire varier nos tarifs, mais grosso modo, c'est une évaluation du temps passé. Et on facture au forfait, ce temps passé est estimé à l'avance. On fait un devis à nos clients et ils vont payer ce forfait, quel que soit le temps qu'on y passe réellement. Voilà. Donc ça, c'est pour la réalisation de présentations sur mesure. Et puis en parallèle, on anime aussi des formations. On a 2 formations. Une sur le fond, savoir écrire une histoire convaincante, et une sur la forme, c'est du design pour non-designers, pour apprendre à faire des slides professionnels, propres et même un peu mieux que ça. Voilà. Ok. Ça, c'est le business model. Alors, j'ai déjà un peu expliqué, mais peut-être je vais clarifier. Je ne me rémunère pas du tout sur l'histoire de slide depuis que j'ai fondé cette boîte. Pas du tout. Je ne me suis encore rien versé du tout.
Et donc, depuis février dernier, je répète, je perçois les allocations chômage. Voilà. Et j'envisage de commencer à me salarier à partir de janvier prochain. Il m'a paru plus important, enfin très important, de commencer à constituer de la trésorerie. Ça marche très bien. Donc, pour l'instant, on a 150 000 euros de chiffre d'affaires fait en 7 mois, vraiment encaissé, hein, et 250 000 euros de vente. Donc, il y a encore 100 000 euros de chiffre d'affaires à produire dans les 3 semaines qui viennent. Donc, ça marche vraiment bien. Mais il me paraissait important pour moi de constituer une trésorerie, surtout dans le contexte actuel, une trésorerie importante qui me permette de, à partir de janvier prochain, prendre des locaux et surtout, évidemment, commencer à recruter en étant à peu près certain de pouvoir payer les gens et pas les laisser sur le carreau. Voilà. Donc, au tout début, j'ai fait un peu comme Charlotte. En fait, quand je me suis lancé, je pensais que j'allais rester tout seul pendant 6 mois, 1 an, j'en savais trop rien. Et en fait, au bout de 10 jours, j'étais déjà sous l'eau. Donc, en catastrophe pour pouvoir livrer les clients, j'ai fait appel à des freelances et j'ai eu la chance de tomber sur des freelances absolument géniaux, c'est-à-dire très, très bons techniquement et qui sont des très belles personnes avec qui je m'entends super bien et avec qui on travaille encore aujourd'hui. Et qui, pour des raisons, alors, la plupart d'entre eux ne veulent pas redevenir salariés pour des raisons diverses, sauf l'un d'entre eux, et que j'envisage de recruter comme manager de mon futur pôle de graphistes, qui sera un pôle de créa. Il y aura, dans l'organisation de la boîte, il y aura 2 pôles, un pôle contenu et un pôle créa. Et donc lui, c'est le futur manager du pôle créa. Pour l'instant, il est freelance, encore une fois, mais il commence à manager, en tant que freelance, des gens que j'ai recrutés en CDI. Et donc, j'ai les 2 premiers CDI qui ont démarré le 30 ou 31 août, là, juste au lendemain des vacances, qui sont encore en période d'essai, mais qui sont des graphistes juniors et qu'on forme à devenir des gros experts de PowerPoint. Voilà. Et je suis en train de recruter un commercial qui devrait arriver, j'espère, au mois de novembre, en CDI à temps plein aussi. Okay. Ce fameux manager devrait venir en janvier en CDI. Et après, j'ai un business plan assez ambitieux où normalement, à l'été prochain, on est 10 salariés CDI. Ok. Voilà. Eh ben bravo pour ce développement hyper rapide parce que du coup, cette project, c'était il n'y a pas si longtemps. donc non, je trouve que c'est un super témoignage de développement rapide. Et écoute, non, c'est clair. Il y a plein de questions, je vois dans le chat. C'est clair sur tout ça. Pour toi, c'est quoi le point clé qui a permis de te développer comme ça rapidement? C'est une excellente question. Ben, il y en a plusieurs. Écoute, le premier, c'est évidemment qu'il y avait un marché et que ça répondait à une vraie demande. Il existe en France déjà des agences PowerPoint, j'ai pas du tout inventé ce métier, mais les agences qui existent ont été fondées par des graphistes et pour certaines sont très sérieuses, d'autres moins, mais enfin c'est comme dans tous les secteurs. Il y a des agences très sérieuses, mais qui sont fondées par des graphistes. Et donc, quand des clients viennent les voir, un peu comme le cas que j'ai raconté tout à l'heure d'une DRH qui dit je ne sais pas trop ce que je vais dire, je n'ai pas commencé à écrire, etc. Les agences existantes disent chère madame, je suis désolé, mais on ne peut pas vous aider. Donc, à ma connaissance, on est les seuls à pouvoir répondre à ce besoin. Il y a des agences de com qui pourraient répondre, mais qui, elles, à contrario, sont nulles sur PowerPoint. Okay. Enfin, je me permets de le dire, ça reste entre nous, mais... On ne leur dira pas. J'espère qu'il n'y a personne qui bosse dans ces agences, les gens qui nous écoutent. Mais disons que pour factualiser ce que je dis, les plus grosses agences de com de la place, dont tout le monde connaît les noms, sous-traitent des choses chez nous. Voilà. Ok. Là, tu vois, ta réponse, elle est super intéressante parce que c'est ce qu'on se racontait cette semaine dans la Side Project Week. C'est que déjà, c'est OK de se lancer sur un secteur où ça existe déjà, même si c'est pas le premier en fait à se lancer là-dedans, donc c'est complètement OK. Et ensuite, c'est de répondre à un besoin. C'est de s'adresser à une clientèle claire et d'apporter de la valeur en fait à ses clients, tu vois. Donc c'est exactement ce qu'on a vu cette semaine et c'est tout à fait ça que tu as fait. Donc super. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que comme j'avais donc 25 ans de vie professionnelle et dont 12 de conseil, j'avais eu la chance de me constituer un très bon réseau. Et évidemment, les premières personnes qui m'ont fait bosser sont celles qui étaient dans mon réseau. Ensuite, assez vite, j'ai quand même vu que malgré la taille de mon réseau, la source se tarit quand même assez vite parce que les gens n'ont pas non plus un besoin forcément là. Enfin, ils m'ont pas attendu. Bon, bref, donc ils n'ont pas tous un besoin. Même s'ils me disent c'est intéressant et on va te faire travailler, même dans les 6 mois ou 1 an qui viennent, bon, super. Mais pour moi c'est tard. Donc j'ai assez vite enclenché des solutions de prospection automatisée. Je peux en parler plus et je peux citer les noms si ça intéresse des gens. On verra selon le temps qu'on a, mais ouais, déjà de se dire que
tu as passé l'étape, pas juste ton réseau, mais d'avoir d'autres outils aussi, quoi. J'ai d'autres outils de prospection automatisés qui fonctionnent super bien, qui me ramènent des leads tous les jours. Des prospects. Autre chose qui était très important pour moi, c'est-à-dire qu'avant de me lancer, dès décembre et avant Noël en tout cas, j'avais un site dont j'étais fier et qui était en ligne, qui était clair. Alors malheureusement, il était hyper mal référencé, mais au moins il existait. Mieux vaut fait que parfait. Voilà, exactement, tout à fait. J'avais pas oublié cette phrase. Donc il était hyper mal référencé, mais je pouvais au moins envoyer des gens dessus pour leur dire voilà ce qu'on fait, regardez, il y a tout. Bon. Et puis j'ai commencé à faire des efforts de référencement entre mai et juin, mais c'est une grosse expertise évidemment que j'apprends rien à personne. Okay. Et donc j'ai recruté une agence, il y a une agence qui bosse pour moi, spécialisée en référencement et en pub en ligne. Donc ils ont fait un gros boulot de référencement sur le site au mois d'août. Je pense qu'on verra des résultats à Noël prochain, hein, mais voilà. Okay, et puis je commence la pub en ligne sur Google, Bing, etc. Et donc ça commence à me ramener 2-3 leads qualifiés par semaine. Ok. Alors pour info, pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, un lead, c'est un prospect. C'est un petit peu avant le prospect dans le sens où c'est des personnes qui juste découvrent, mais c'est tout à fait ça. Ok, super. Ok. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Est-ce que tu vois, toi, avant qu'on regarde les quelques questions, un autre élément clé que c'est important que les gens sachent ici, ou est-ce qu'on a vraiment dit l'essentiel avant de voir leurs questions? Un élément clé dans le lancement et la rapidité de développement? Ouais, ou de manière générale sur ton expérience entrepreneuriale, où tu te dis, tiens, moi, quand j'ai commencé Side Project, quand j'étais même avant de commencer Side Project, dans quel état d'esprit j'étais? Qu'est-ce que j'aurais eu besoin d'entendre? J'avais vachement envie et je me sentais perdu face à une masse de trucs que je savais devoir faire, mais je ne savais pas par quel bout attraper le problème. Enfin, c'est l'image de la pelote et tu ne sais pas par quel fil tirer, quoi. Et Side Project m'a apporté ça. De dire, vraiment, j'ai une méthode, semaine après semaine, et c'est très tranquille et très rassurant. C'est-à-dire que dès le début, tu sais qu'il y a 12 semaines avec un programme chaque semaine. Tu as une overview où tu sais que tu vas aborder, je sais pas, le business plan, les statuts de la boîte. Tu sais que tu vas le faire plus tard. C'est vachement rassurant. Et donc, tu fais vraiment les choses pas à pas, en construisant les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, en ayant d'abord une première offre, un client cobaye, puis après, tu améliores ton offre, etc. etc. Ça a été génial parce que du coup, tu es un peu accompagné, quoi. C'est plus que tu es un peu accompagné, tu es complètement pris en main. Un peu, j'ai l'image de l'aveugle en disant ça, tu vois, qu'on te tient le bras et on t'aide à traverser, quoi. Voilà. Ça, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ok, donc la fameuse stratégie des petits pas, où on sait par quelles étapes on passe, ça rejoint aussi un des messages qu'on avait cette semaine. Oui, et dès le début, j'avais pas mal d'ambition, besoin d'un projet qui marche et qui se développe vite, etc., etc. Mais le fait de prendre ce temps de 3 mois où vraiment on fait les choses dans l'ordre et en prenant le temps de les faire bien et en structurant, etc., ça fait qu'après, les choses sont dans l'ordre et on peut appuyer sur l'accélérateur, quoi. Ok, super. Ok. Alors, je vais prendre quelques questions, du coup, un peu dans l'ordre par rapport à ce qu'on s'est dit. La première question en lien avec ce qu'on vient de se dire, c'est Mathieu qui demandait, est-ce que ton projet, il était mature lorsque tu as débuté Side Project? Il me semble que non, mais… Pas du tout. Oui, pas du tout, c'est ça. Ouais. J'étais même pas certain de lancer ça comme idée, en fait. Je sais plus exactement dans Side Project si c'est la première ou la deuxième semaine ou dans les 3 premières semaines, je pense. Ouais, dans les 3 premières. Voilà, on te fait travailler sur ton idée. Et moi, je me dis, voilà, il y a ce truc-là qui m'amuse dans ce que je fais dans mon activité, dans mon cabinet de conseil, là. Il y a une boîte sur le marché qui est la référence et qui me fait un peu rêver. Tiens, je vais faire ça comme projet, on verra bien où ça me mène. Ok. Et j'avais pas plus d'idées que ça, franchement. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ok. Je vois qu'il y a une question de Charlotte, et je crois que je l'ai revue après. Est-ce que tu n'as pas eu de problème de clause de non-concurrence par rapport à ton employeur à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai pas eu de clause de non-concurrence. En réalité, ils auraient pu me faire chier un peu, il faut être honnête. En revanche, j'ai signé une clause dans laquelle je m'engageais à ne pas débaucher de consultants de mon cabinet. Okay. Et alors, plus que clause de non-concurrence, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai annoncé à mon boss que je démissionnais, son réflexe a été de me dire ok, fais chier, mais ok, on va devenir actionnaire de ta boîte. C'est vrai. Et pourquoi pas, on a du business à faire ensemble et on va s'entraider. Enfin, son premier réflexe, c'était de dire on va passer un accord de partenariat commercial. Et on s'est dit, en discutant rapidement tous les deux, oui, mais
ce type d'accord, ça peut durer 2-3 mois, puis après, chacun vit sa vie, et puis on s'oublie, et ça tient rarement dans le temps. Et donc, si on devient actionnaire l'un de l'autre, on a plus d'intérêt à ce que les deux boîtes fonctionnent. Okay. Et après, ça ne s'est pas exactement passé comme ça, mais c'était ça le réflexe initial, quoi. Voilà. Ok, ça marche, très clair. Écoute, je vais prendre une toute dernière question pour qu'on soit dans le timing annoncé. Je l'ai revu revenir plusieurs fois. Le fait de former tes clients, est-ce que tu n'en perds pas, puisque du coup, ils feront eux-mêmes la production, leurs slides derrière? Non, aucun risque, parce que le niveau de ce qu'on produit ne s'apprend pas en 2 jours. Donc, au contraire, je dirais, c'est presque tout bénéf pour nous, parce qu'on leur fait... Enfin, le fait de les former sur 2 jours leur fait mesurer à quel point ce qu'on réalise est complexe et pointu. Okay. Et au contraire, ils peuvent dire plutôt ah bah génial, je sais pas quoi, j'ai une conférence dans 1 mois, je vois le niveau de technicité et d'expertise que vous avez et je vais faire appel à vous. Excellent. Ok. Ouais. Je vois aussi, je prends un peu en vrac, j'en prends quand même encore 2-3 pour qu'il n'y ait pas de frustration sur les questions importantes. Juste le statut du coup de ta société, c'est quoi? Je sais plus si tu l'as dit. SAS, ok. Il y avait 1 ou 2 questions. Alors, on va pas y passer trop de temps, mais juste peut-être dire rapidement comment tu trouves tes freelances, où tu recrutes. Alors, les tout premiers freelances, je les ai trouvés sur LinkedIn en cherchant des gens qui étaient passés par des agences qui sont mes concurrents. Okay. Voilà. Parce que j'avais besoin de gens expérimentés, opérationnels tout de suite. Et ensuite, j'ai aussi cherché sur les plateformes Malte, etc., les plateformes de free. J'en ai trouvé 1 ou 2 autres, mais honnêtement, c'est pas les meilleurs et c'est pas ceux que je fais bosser le plus. Okay. Et en revanche, j'ai aussi essayé d'aller démarcher des free en leur disant est-ce que ça vous intéresserait d'être salarié? Et là, j'ai fait chou blanc, c'est 95%, c'est non. Ok. Voilà. Ok, très clair. Ok, eh ben, écoute, je vois. Après, il y a des questions techniques sur les outils, sur les coûts relatifs au démarchage client. C'est peut-être un sujet à part entière, à moins que tu aies une réponse à faire vraiment très rapidement, genre en 30 secondes. Après, si c'est plus long, il vaut mieux à la limite, Mathieu, je ne sais pas si tu peux voir ça ou contacter François, si François t'es obligé de répondre à ça, mais voilà, vois juste si ça peut tenir en 30 secondes. Les outils de prospection? Outils de prospection et combien ça coûte, très rapidement. Alors, il y a les grands classiques que tout le monde connaît sur LinkedIn, type Sales Navigator, etc. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle Oliver List. J'en fais la pub, je n'ai pas d'action chez eux, mais je les trouve très bien. C'est un système qui vous permet de filtrer, de chercher des contacts. Et donc, la plateforme vous fournit des contacts en fonction des filtres que vous choisissez, de géographie, de taille de boîte, de secteur d'activité, de fonction, enfin, etc. Il vous sort, je sais pas, je cherche par exemple les directeurs de communication dans des boîtes en France de plus de 200 salariés. J'ai 6000 contacts. Et après, on paramètre tout sur la plateforme, les mails qui sont envoyés, les délais avant une relance, le mail de relance, vous paramétrez tout. Et en fin d'opération, vous faites push et la campagne part et ça balance 100 mails par jour, sans compter les relances. Okay. Et ça balance ces mails avec votre adresse mail pro, vous retrouvez ça dans votre Outlook, etc. C'est vraiment génial, ça coûte rien du tout. Et ça balance, on peut avoir jusqu'à 3 campagnes en parallèle. Donc, pour moi, ça balance 300 mails par jour. Ok, très clair. Je pense que ça répond bien à la question. À l'essentiel, nickel. Et je vois une question après. Est-ce qu'il n'y a pas un générateur d'idées dans cette project? Si. On en parlera lundi du programme. Je n'en parle pas plus aujourd'hui, mais il y a tous les outils qu'il faut pour trouver des idées dans cette project, absolument. Eh bien, écoute, François, je pense que tu as répondu à l'essentiel des questions. On pourrait parler, je pense, pendant des heures parce qu'il y aurait beaucoup à dire, que ce soit sur le sujet recrutement, développement d'entreprise. Il y a largement de quoi dire. Mais en tout cas, je pense qu'on a vraiment vu le principal. Donc, un grand merci pour ton partage en toute transparence. J'espère que ça vous a plu aux participants d'entendre ce témoignage avec une histoire aussi différente de ce qu'on a pu voir cette semaine. Et puis, écoute, je retiens en tout cas le mieux vaut fait que parfait, stratégie des petits pas, tout ce qu'on s'est dit, que tu as très bien illustré. Donc, un grand merci pour ça. Merci à toi.